on s'arrête au qu'est-ce qu'on entend dans les journaux, les scandales, etc., on voit beaucoup des situations une à une personne, généralement, très dans la relation interpersonnelle, et on a tendance à dire, oh, ben, c'est la faute de cette personne-là, Hmm. de l'entraîneur, de l'autre athlète, etc. Mais en fait, quand on prend des pas de recul, on voit aussi qu'il y a des éléments très institutionnels propres aux organisations. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Très Bon Point. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode 107, violence psychologique, culture sportive, négligence, climat de performance et hypersensibilisation avec Stéphanie Radichevski, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon intention avec Temps d'arrêt, c'est de déconstruire tout ce qui touche de près ou de loin à l'art et la science du coaching, parce que ma mission personnelle est de contribuer à la performance et au bien-être de tous les entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense que j'accomplis ça à travers le podcast d'un côté, mais aussi au quotidien à travers mon travail de conseiller à la performance du coaching pour plusieurs entraîneurs, ainsi que ma contribution à la recherche sur le développement professionnel des entraîneurs. Si tu es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de Temps d'arrêt, je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de Temps d'arrêt, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant à un ami. Be a friend, tell a friend, comme ils disent en anglais. Ça prend 5 secondes et ça va contribuer au développement positif du système sportif. Pour l'épisode d'aujourd'hui, si tu es dans un rôle de leadership dans le sport ou que tu n'es pas sûr de où est-ce que tu te situes dans ta pratique sportive, comme moi, je ne suis pas trop sûr où est-ce que je me situe par rapport à la violence dans le sport, qu'est-ce qui est de la violence, qu'est-ce qui n'est pas de la violence, je te confirme que la conversation va être pour toi. J'en ai été mal à l'aise à un certain point, mais je pense que ça va vraiment aider à bien nuancer et saisir qu'est-ce qui est de la violence? Où est-ce qu'on se constitue? Quelle est la limite? Comment est-ce qu'on deal avec ça en tant que communauté, système, société, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde? Parce qu'au début de la conversation, on discute des nuances de la violence. Par la suite, on enchaîne avec l'impact, si on veut, de la culture, des normes et de ce qui se passe présentement dans la société, pour terminer avec une petite tangente quand même importante sur l'hypersensibilisation. Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Et honnêtement, je lève mon chapeau à Stéphanie, un, pour l'éloquence de ses propos, mais deux, pour son habileté à naviguer et nuancer un sujet qui est vraiment pas facile, parce que je peux m'attendre à tout moment que quand on vient pour parler de violence dans le sport, on ne s'attend pas nécessairement à un discours qui est positif, toujours heureux, mais je pense que Stéphanie le fait vraiment avec brio. Mon invité donc est Stéphanie Radichevski. Stéphanie détient un doctorat en psychologie communautaire de l'UQAM. En tant que chercheuse postdoctorale à l'Université Laval, elle travaille sous la supervision de Sylvie Parent à la chaire de recherche, sécurité et intégrité en milieu sportif. Son projet de recherche évalue l'efficacité du mécanisme Je porte plainte pour gérer les cas de violence en sport au Québec en collaboration avec le regroupement Loisirs et Sports du Québec. Ses intérêts de recherche se concentrent sur les enjeux de pouvoir, l'impact des structures sociales sur ces enjeux et la prévention de la violence sportive. Elle utilise des méthodes qualitatives, de la recherche action participative et de l'évaluation des programmes pour approfondir ces domaines. Et donc, je suis bien content qu'on ait pu aujourd'hui parler de ce sujet-là, pas parce que c'est un sujet qui me passionne au quotidien, mais parce que je pense que c'était important qu'on en parle pour bien définir un peu c'est quoi et un peu comprendre là, les différentes nuances de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là-dessus, merci encore une fois d'être avec moi dans l'aventure de Temps d'arrêt et je vous souhaite un bon podcast. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il ressorte du podcast? Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent? C'est la plus difficile question en commençant, mais moi, beaucoup, dans le fond, mon mindset, depuis que je suis en violence en contexte sportif, c'est beaucoup, est-ce qu'on peut faire, il n'y a pas de bon, mauvais, il n'y a pas de, est-ce qu'on peut faire réfléchir les gens, puis d'allumer un regard critique sur sa propre pratique, sur la pratique des autres, puis comment on est tous et toutes impliqués, on a tous et toutes un rôle à jouer pour prévenir la violence dans le contexte sportif. Donc, est-ce qu'on peut juste amorcer une réflexion là-dessus, puis voir c'est quoi le premier petit pas qu'on peut faire pour avancer ensemble là-dedans. Donc, si je peux
juste faire allumer quelques réflexions à ce niveau-là, déjà pour moi, c'est gagné. Puis, c'est tellement, je pense, c'est simple ce que tu dis, mais en bout de ligne, c'est ça que c'est, parce que c'est un peu le rôle que, tu sais, j'essaie de jouer à travers temps d'arrêt, les différentes conversations, puis ça aide à bouger, à faire bouger un peu le discours public, pour vrai. Puis, tu sais, je veux te remercier vraiment de prendre du temps, là, comme en plein milieu de semestre. Je sais que tu manques pas de travail pour discuter de tout ça, mais tu sais, comme là, on va parler pendant plusieurs minutes de violence dans le sport. C'est quand même un sujet sérieux. Ça va pas toujours être facile de discuter de ça. Même des fois, j'imaginais, là, en lisant un petit peu tes travaux, en regardant les choses, que des fois, tu vas avoir quand même des conversations assez sérieuses avec des gens. Parle-moi donc de la façon dont on est venu à t'intéresser à ce sujet-là. Ben, c'est intéressant quand même. C'est presque une anecdote dans le sens où moi, mon doctorat, j'ai fait en psychologie communautaire dans un autre domaine, sur les inégalités sociales de santé avec les locataires HLM. Mais j'ai toujours aimé le sport. Moi, j'ai joué au soccer très longtemps. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, où j'ai beaucoup appris personnellement, comme en équipe et tout ça. Et là, quelques années, je suis tombée sur une histoire d'une situation de violence assez grave qui était arrivée là, en Colombie-Britannique, dans l'équipe féminine des Whitecaps et des femmes au soccer, l'équipe junior. Et ça m'a vraiment frappée. Qu'est-ce qui s'était passé, mais aussi toute la réaction organisationnelle, institutionnelle par la suite. Et aussi qu'on en avait très peu entendu parler au Québec, j'avais vu par Twitter. Et tous ces éléments-là m'ont fait dire, wow, OK, mais est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je peux contribuer à l'intérieur de ça pour mieux comprendre, mieux avec mon bagage scientifique, avec mes expertises. Et là, de fil en aiguille, j'ai rencontré Sylvie Parent, qui est la titulaire de la chaire de recherche sécurité intégrité en milieu sportif. Et on a découvert qu'on travaille bien ensemble aussi. Donc, c'est un peu comme, ça a l'air quétaine, mais c'est un peu, ça s'est tracé un peu cette voie-là d'une certaine façon. Ben, c'est pas quétaine du tout. De deux, on va dire salut à Sylvie parce que c'est grâce à elle, justement, qu'on est là puis on s'en parle aujourd'hui. Ouais. Mais justement, comme tu me parlais de la situation, en fait, tu me parlais des réalisations que tu as faites, puis que comme tu as découvert quand même quelques petites choses depuis que tu as commencé à t'intéresser à ça, comme qu'est-ce que tu as réalisé, découvert, justement, depuis que tu as plongé plus dans la violence dans le sport? Je pense, une des choses, c'est pas tant étonnant, mais pour moi, quelque chose qui est vraiment important, c'est que c'est multisystémique. Là, disons, c'est un mot scientifique, là, mais les causes de ça sont à plusieurs niveaux. Quand on s'arrête au qu'est-ce qu'on entend dans les journaux, les scandales, etc., on voit beaucoup des situations une à une personne, généralement, très dans la relation interpersonnelle, et on a tendance à dire, oh, ben, c'est la faute de cette personne-là, de l'entraîneur, de l'autre athlète, etc. Mais en fait, quand on prend les pas de recul, on voit aussi qu'il y a des éléments très institutionnels propres aux organisations. Il y a des éléments très liés aux normes dans le sport. Et tout ça, ben, ça prend du temps à changer, ça prend des... Et moi, c'est ce qui me passionne dans une certaine façon. Donc, c'est comme aussi un bon match pour moi, parce que c'est les aspects plus structurels, plus des politiques, plus des normes. Comment on s'attaque à ça? C'est là qu'on va avoir le plus d'effets, à mon sens. Ouais, puis tu parles de systémique, puis tantôt un peu avec les conversations qu'on avait en pré-entrevue, comme je me rends compte que c'est vraiment pas une solution simple. Tu sais, on pourra pas juste arriver puis créer quelque chose du jour au lendemain puis ça va être réglé parce que veux pas, juste en lisant l'article que vous avez publié cet été, puis là ça parle de la maltraitance des enfants, de la violence dans le sport, la violence interpersonnelle, si mes citations sont bonnes, ça m'a amené à faire une rétrospective sur ma propre carrière d'athlète. Même de coach, puis je suis comme, ouf, OK, la ligne n'est pas où est-ce que je pensais, de un. De deux, moi, je pensais honnêtement que la violence, c'était de la violence physique. Tu sais, comme le coach qui te pogne par les épaulettes, dans mon cas, au football. Faut dire que dans le football, la violence est intégrée au sport, là, jusqu'à un certain point. Mais, tu sais, un coach qui pogne par les épaulettes, qui te garoche sur le terrain, comme dans ma tête, ça, c'était pas de la violence. Mais ça pourrait naître, puis ça semble en être, là, veux pas. Fait que, bref, on a quand même beaucoup de choses à apprendre, mais veux pas, comme tu dis, c'est comme normalisé parce que des fois, on essaie de se rendre à l'excellence, puis parce qu'on essaie de se rendre à l'excellence, c'est comme normal. Puis c'est ça le but de la conversation, puis ça qui, moi, ça m'intéresse parce que je pense que des fois,
on prend pas assez le temps d'avoir juste de bonnes conversations en long et en large. Puis c'est ça qui est le fun du format de temps d'arrêt puis de nos conversations. Puis parce que quand on prend le temps d'avoir ces conversations-là, ça nous aide aussi à mieux comprendre les nuances qui délimitent le carré de sable. Et là, moi, de te Ouais. renvoyer la balle puis de te dire, comme, il est où notre carré de sable? Comme, c'est quoi les limites? Quand on parle de violence, on parle de quoi? Parce que, tu sais, je me mets dans la peau, d'un ancien athlète, d'un ancien coach, de coach actuel, de dirigeant, puis c'est comme, hey, sont où les lignes? Puis même de parents, tu sais, sont où les différentes limites de tout ça? Puis c'est pas si clair que ça. Puis du jour au lendemain, j'ai comme, hey, tu sais, je pense, en tout cas, bref, je pourrais partir pendant des heures là-dessus, puis j'ai d'autres paraboles à faire plus tard, là. Mais comme juste définir un peu les limites du carré de sable, pour moi, ça semble tellement important. Tu sais, fait qu'on part de où avec ça? Ouais. Ben, plusieurs choses, moi, que j'ai envie de dire. Je pense aussi, j'ai écouté ton épisode 100 où, bon, c'est quoi où on s'en va, puis qu'est-ce qui est. Effectivement, c'est très complexe. Donc, c'est une problématique qui est complexe. À partir de ça, il faut faire attention parce que des fois, sur des problématiques qui sont très complexes, on a tendance à se dire, ben, je peux rien faire ou on paralyse parce que c'est trop difficile à comprendre. Et mes réponses aideront peut-être pas nécessairement dans ce sens-là parce que le carré de sable, il est pas strictement délimité. C'est-à-dire qu'il y a des zones grises et donc là, parce que comme tu disais, la violence physique et la violence sexuelle, c'est des choses qui sont assez claires, assez bien comprises. On sait pas mal maintenant que c'est des choses qu'on ne devrait pas faire, frapper un athlète en la tête s'il réussit pas techniquement, on le sait, ça, c'est assez bien institutionnalisé. Après, la violence psychologique, et si on repart de ça, là, si on image, c'est quoi, comment qu'on peut la définir, la violence, c'est aussi un terme qui est un terme parapluie, si on veut. On utilise plein d'autres termes. On parle de maltraitance, d'abus, d'harcèlement. Donc, ça aussi, c'est un peu mélangeant. Qu'est-ce qui est quoi? Et c'est des gestes qui peuvent porter atteinte à l'autre personne ou qui sont risques de porter atteinte. Donc, je peux, oui, causer une blessure ou je peux risquer de commettre une blessure. Et ça, c'est pas en fonction de mon intention. C'est important aussi de dire ça. Des fois, c'était juste une joke. Ben, ça dépend aussi comment la personne le reçoit. Donc, en termes de violence psychologique, c'est vraiment tout ce qui est, on peut penser à crier des injures, humilier, ridiculiser quelqu'un, rejeter ou exclure volontairement aussi des athlètes. Forcer aussi, il y a plusieurs éléments on a de la difficulté des fois à le conceptualiser, mais forcer des entraînements, disons, punitifs, là, vous avez perdu hier, ça n'avait pas de bon sens, vous allez courir des suicides pendant un temps excessif, pas pour l'objectif là n'est pas de améliorer la conditionnement physique, c'est vraiment de punir les athlètes. Ça peut être considéré comme de la violence psychologique. Ensuite, la violence physique, tu as bien dit, c'est pas mal plus clair, là. Prendre quelqu'un par un morceau un casque aussi, lancer quelque chose à quelqu'un, donner une claque, attraper par le chandail aussi. Donc ça, c'est toutes des choses aussi, même on a fait des entrevues avec des arbitres. Donc ça, je sais, on est beaucoup dans l'entraînement, mais on pourrait aussi tout aborder le volet de la violence envers les arbitres. Mais il y a même bloquer physiquement le passage à quelqu'un quand il veut sortir, aller dans une salle ou quelque part. Ça aussi, il y a un aspect d'intimidation, de contrôle. Ensuite, sur la violence sexuelle, on peut penser dans justement les journaux, les actualités, on en a entendu parler de certains abus sexuels avec contact des éléments assez clairs ou graphiques. Mais ça va aussi, c'est sur un continuum. Donc, envoyer des photos inappropriées, faire des invitations ou faire des commentaires sur la vie sexuelle des athlètes ou des coéquipiers de manière déplacée. Donc, ça aussi, ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Donc, c'est sur un continuum de gestes qui sont posés. Et ça, c'est de la violence sexuelle. Et finalement, il y a aussi des aspects de négligence. Donc, la négligence, on l'entend souvent quand c'est les parents, par exemple, donc qui négligent les besoins de leur enfant. C'est l'omission de poser des gestes. Quand on pense à, par exemple, un entraîneur, ça pourrait être d'aller contre un avis médical. Donc, on a un gros match qui s'en vient. On le sait que notre athlète a eu une commotion cérébrale et que le responsable médical dit n'est pas prêt à revenir au jeu. Ben, on va aller faire fi de ça puis le faire jouer quand même parce qu'on en a besoin pour gagner. Ben, ça, c'est de la négligence. Donc,
on voit un peu le portrait, c'est assez large. Pourquoi je dis ça peut être considéré, ça, où les limites, c'est que il y a certains éléments là-dessus qui vont être peut-être sur une zone grise et là, l'important, c'est de faire de la réflexivité sur ses propres pratiques, de pouvoir en discuter aussi et de voir qu'est-ce qui est acceptable ou pas dans notre pratique, dans les personnes avec qui on côtoie, puis pourquoi on fait certains gestes. Mhm. Ben, d'expliquer pourquoi on fait certains gestes, je pense que c'est une pratique qu'on devrait toujours utiliser. Comme c'est sûr qu'on peut pas tout expliquer, toutes les décisions tout le temps, Non. mais quand même qu'on devrait toujours avoir un biais vers l'explication. Mais là, tu me parles de réflexivité, pratique réflexive. Clairement que c'est quelque chose que je vais encourager. Il y a personne qui est surpris de ça. Mais de l'autre côté, moi, la chose à laquelle ça me fait penser, c'est d'avoir un dialogue ouvert avec tes athlètes. Parce que là, je reviens à l'exemple de faire des suicides après une pratique. Bon, là, on fait des flashbacks à, je sais pas, c'est Herb Brooks qui était l'entraîneur-chef de l'équipe, le Miracle on Ice des États-Unis en 1980, qui avait fameusement fait ça après une partie, puis là, ça avait changé le tournoi. Puis c'est là, quand tu disais tantôt, les normes ont comme validé des comportements qui, en réalité, sont de la violence. Ouais. Puis fait que ça, d'un, il faut comme combattre les normes. De deux, il faut juger quand est-ce que je peux être discipliner mes athlètes parce qu'ils n'ont pas fait ou pour leur faire comprendre un message qui est important, peut-être qu'ils n'ont pas travaillé assez fort, etc. Tu sais. Puis c'est là que je trouve que c'est tout le temps délicat ou pas évident. Mais par exemple, je reviens à ton exemple des suicides là, après qu'on fasse de la ligne bleue à la ligne bleue au hockey, qu'on fasse littéralement toutes les lignes du terrain après un match. Tu sais, parce que là, tu dis que ça peut être considéré comme la violence. Ben là, moi, quand tu as dit ça tout à l'heure, ma première question, c'est comme quand est-ce que ça l'est, quand est-ce que ça l'est pas? Parce que je pense que si on commence à répondre à cette question-là, on développe notre jugement professionnel. Exact. Par réalité, ce qui est un des plus gros défis pour les entraîneurs, c'est d'avoir le jugement de dire, OK, quand est-ce que c'est approprié d'être vraiment intense, puis on pousse la note, puis quand est-ce que ça l'est pas, puis quand est-ce que c'est... Bref, j'irai dans cette direction-là. Ben c'est ça, puis c'est là où je voulais dire la zone grise puis d'être réflexif parce que bon faire des suicides ou faire des entraînements de fonctionnement physique intenses, je pense que ça fait partie aussi de développer la performance, la compétence. Après de faire des suicides jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui se sentent mal, qui veulent arrêter parce que là ils commencent à avoir des nausées par exemple ou mal à la tête et qu'on les empêche d'arrêter parce que ils doivent se pousser, il y a un aspect punitif, il y a un aspect de vouloir contrôler la personne. Mm-hmm. Ben là, à ce moment-là, on n'est plus dans est-ce qu'on est dans le soutien du développement, est-ce qu'on a un objectif constructif ou on est dans le contrôle, puis je veux leur montrer. Puis, faire passer un message, il y a des façons aussi constructives de le faire, puis il y a des façons où quand les gens commencent à dépasser, puis là, on n'est plus, là, on est dans le mal-être, puis même des conséquences négatives, il faut vraiment se poser des questions. Vraiment. Puis l'autre aspect que tu mentionnais il y a quelques instants, c'est la négligence. Puis vois-tu, tu t'amènes ça, puis je pense que c'est probablement une forme de violence qui doit être sous-estimée parce que clairement, là, tu me parles des enfants, j'ai 3 filles en bas de 5 ans, clairement que si j'ai négligé, je répondais pas à leurs besoins, je pense pas qu'il y a personne, ma conjointe le tolérerait pas, moi je me sentirais mal avec moi-même, là on s'entend, puis deux, il y a du monde dans l'environnement qui ferait quelque chose par rapport à ça. Mais quand ça vient le temps de parler d'athlètes de 13 ans, 15 ans, 17 ans, 19 ans, je suis pas sûr que des fois on est conscient que la négligence, ça n'est une parce que j'ai une histoire réelle que clairement, une personne qui, dans son coaching, cette personne-là, sa façon de... Elle faisait de l'attitude à ses athlètes, puis elle allait clairement retirer toute l'attention, retirer tout le support, même menacer de perdre leur bourse, leur bourse pour payer leurs frais de scolarité en fonction, dépendamment des comportements. Comme ça, c'est quand même fort, puis ça peut amener la grosse détresse psychologique chez les athlètes. Là. Oui, exactement. Donc, c'est ça qui est important aussi dans le bien définir ou bien comprendre quelles sont les manifestations, parce qu'il y a des choses qui sont assez claires, d'autres qui sont moins. Puis, il y a aussi, il y a certains éléments dans des fois, la négligence, ça peut aussi être restreindre ses autres obligations. Donc, restreindre les liens sociaux, restreindre même dans certaines situations peut-être un peu plus vieux, mais conseiller fortement à un athlète d'arrêter l'école ou d'arrêter un emploi pour se concentrer uniquement sur le sport. Ce sont des éléments où on réfléchit pas beaucoup parce que, comme tu dis, ça a été normalisé. Moi, une des anecdotes sportives qui m'a fait réfléchir, moi, à ma propre
position par rapport à la violence en contexte sportif, c'est Carrie Strug en gymnastique, qui aux Olympiques, c'est quelque chose de très, très connu, là. Elle a fait son dernier saut sur le cheval d'assaut avec la cheville fracturée. Et pour ceux qui connaissent la gymnastique, c'est inhumain, là, d'une certaine façon, mais elle a été célébrée le lendemain. Elle a eu la médaille d'or, la photo dans le journal, c'était elle dans les bras de son entraîneur, Bella Caroli, qui a été reconnue pour plusieurs comportements inappropriés. Mais c'était comme, wow, elle est surhumaine, elle a réussi à faire ça avec une cheville brisée. Et moi, j'étais une fille qui regardait ça et je trouvais ça tellement fabuleux. Et en vieillissant, là, je me dis, oh, OK, attends, c'est inacceptable. On ne demanderait ça dans aucune autre profession. Puis De c'est faire ce genre de comportement-là, autant blessé. Et elle, c'est quasiment un fait qui a marqué sa carrière. Tu sais. ouais. Puis de l'autre côté, puis là, je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ça. Il y a des gens qui vont dire oui, mais elle a gagné la médaille d'or, tu sais. Fait que il y en a que c'est le prix est là. Puis mais je vais raccrocher surtout sur la dernière partie que tu as dit, puis accrocher positivement. Où est-ce que on n'accepterait pas ça dans aucune autre profession? Puis je pense que des fois, il faut se rendre compte que, tu sais, on vit dans un écosystème sportif toute notre vie. Mais on réalise pas comment est-ce que c'est à l'extérieur, puis comment est-ce qu'il y a des Exact. comportements, il y a des paroles, il y a des gestes que si c'était dit une fois à l'externe, comme ça serait juste intolérable, tu sais. Moi, juste un de mes entraîneurs au secondaire qui est comme, tu sais, j'étais en train de faire un jeu, j'étais un receveur de passe à l'époque avant de comprendre que j'étais mieux du côté de la défensive. Peut-être que j'étais un petit enfant violent, j'avais besoin d'être agressif puis de frapper les autres plutôt que de me faire frapper. Je pense pas que c'est le cas. Mais ceci étant dit, c'est que j'avais pas les meilleures mains, j'étais pas le meilleur receveur. Puis, ce coach-là, il m'a fait reprendre le même jeu à 8 reprises devant tout le monde. Fait que là, je fais le jeu, parfait, j'échappe la balle. Parfait, je fais le jeu, j'échappe la balle. Puis là, continue. 8 fois, là, comme je sais que j'étais pas très bon, il y a personne qui est pas besoin de me le rappeler, là, je suis capable de savoir que j'étais pas très bon. Mais là, à la 8e fois, il fait pogne ta, insère un sac de balle, en plein pendant que la balle est dans les airs. Puis là, j'étais comme, je lisais ton article ce matin, puis j'étais comme, ouais, ça, c'était pas mal de la violence, ça. Tu sais, oui. Puis, tu sais, c'est fou pareil, mais ça, comme, il n'y a pas un de mes coéquipiers qui a rien dit, c'est comme accepté parce qu'en bout de ligne, François Rodrigue, de je sais pas trop quel âge, pour pas trop être spécifique, ben, c'est ça, il avait juste à être meilleur, tu sais. Mais comme, oui, mais il y a une autre façon pédagogique d'amener ce point-là, tu sais. C'est ça. Mais oui, définitivement, je pense que ça qualifie comme de la violence. Ce que tu dis, il y a deux choses intéressantes dans ce que tu dis pour moi. D'une part, il y a des études qui ont été faites avec des athlètes qui avaient vécu de la violence, beaucoup au niveau qualitatif, et qui, dans le fond, disaient que ça leur avait pris parfois des années après avoir quitté le milieu sportif de haut niveau pour réaliser qu'elles avaient vécu de la violence, même de la violence sexuelle. Là. Ça prend des années pour comme réaliser, ah, OK, est-ce que c'était... Parce que c'est tellement normalisé en sport que ça fait partie un peu du jeu. Ça fait partie de mon rôle. Si je suis un bon athlète, si je suis un bon arbitre, ben, je suis prête à accepter ça. C'est ça le prix, justement, pour performer. Et c'est là aussi, je voulais dire, pour rebondir sur, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais elle a gagné la médaille d'or. Mais moi, ce que j'aimerais aussi, peut-être, qu'on commence à déconstruire, c'est c'est quoi la performance? C'est quoi ce concept-là? Est-ce que la performance, parce qu'actuellement, la performance est calculée en nombre de médailles, en nombre de podiums, en combien de victoires on a, notre pourcentage de gains, etc. Et dans justement le podcast, l'épisode que tu as fait du santé, vous disiez que les coachs ont pris entre l'herbe et l'écorce entre un peu la direction, les dirigeants et les athlètes. Et moi, c'est là, je le vois où socialement, même pour financer des fédérations, on évalue ça sur des critères de performance. Sur combien de matchs tu as gagné, combien de médailles tu as ramené des Olympiques, tu vas avoir plus de bourses, etc. On n'évalue pas le bien-être de tes athlètes. Le niveau de drop-out, c'est-à-dire des athlètes qui devraient continuer leur carrière, c'est ça, mais quittent pour épuisement physique, psychologique. On ne calcule pas les blessures, tous des éléments qui sont indicatifs qu'on ne prend pas un point de vue peut-être plus holistique de l'athlète. On pourrait les calculer, mais en ce moment, on le fait pas. Et effectivement, les coachs ils sont un peu récompensés sur des éléments qui, après, ça les encourage à mettre énormément de pression, voire utiliser des comportements de violence
pour favoriser la performance. Est-ce que la performance ne pourrait pas être revue pour inclure justement des aspects plus éducatifs de développement de l'athlète, de la personne, au-delà des capacités techniques tactiques? Ouais, puis c'est ironique parce que, comme, tu sais, en psychologie du sport, on parle tout le temps d'objectifs de processus, de performance, de résultats, puis on parle tout le temps comment est-ce qu'il faut mettre l'objectif sur les processus. Puis d'ailleurs, Jacques Forêt en a parlé, comment est-ce qu'il y a plein de problèmes au niveau des objectifs qu'on a dans notre propre système. Exemple, les médailles de ce côté-là. Mais là, l'affaire, c'est un peu ironique parce que le système valorise justement les médailles et les résultats, mais en réalité, c'est que si on veut atteindre des performances d'exception dans un environnement bienveillant, ben, ce serait cool qu'on valorise ou qu'on donne des objectifs de processus et qui mettent l'accent sur l'environnement. Puis c'est pas ce qu'on fait en ce moment dans Exactement. un climat où est-ce que oui, on va aller chercher les médailles, puis don't get me wrong, puis clairement que je pense pas que c'est ça que tu dis non plus. Comment est-ce que oui, on veut qu'on gagne des médailles, puis oui, on veut que le Canada Oui. paraisse bien, ou la France, ou la Nouvelle-Zélande, ou le Maroc, peu importe dans quel pays vous écoutez le podcast. Mais en bout de ligne, on peut se rendre au plus haut niveau, mais le faire sans nécessairement, un, juste valoriser les résultats, deux, dans un environnement qui est bienveillant. Tout à fait. Puis ça, c'est aussi... Donc, c'est plusieurs éléments encore, mais pour moi, c'est un point qui est central quand je disais les normes sociales, puis qu'est-ce qu'on valorise, la performance à tout prix, et ça, pas seulement au niveau individuel, parce que pour moi, on a un athlète, on est un coach, mais on baigne dans un système. Là. C'est pas vrai, on n'est pas né en se disant « Ah, OK, c'est ça notre objectif, on va gagner toutes les médailles d'or possibles. » On a appris que c'est ce qui était valorisé. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je pense que le sport, il doit demeurer des aspects compétitifs au sport. Il y a d'autres personnes qui vont vouloir le faire de manière très récréative et c'est correct aussi. Mm-hmm. Mais je pense que ça devrait pas être l'unique et ultime point, pas au détriment du bien-être de la personne et de toutes les personnes qui sont impliquées. Là, on parle beaucoup de l'athlète, mais je pense aussi aux arbitres. Ils sont essentiels au sport, les arbitres, les officiels. Ça ne devrait jamais être au détriment du bien-être, du développement de la personne. Et c'est ça, je crois, qu'on ne met pas encore suffisamment de l'avant. On en parle beaucoup, mais je pense qu'on est rendu à mettre en place des actions très concrètes pour que tout ce qui est politique institutionnelle soit cohérent avec un peu les approches, les missions, les plans d'action qu'on commence à mettre en place. OK, bien là, dans les choses qu'on commence à mettre en place, c'est qu'il faut un peu combattre le système. Puis, tu sais, je le sais, comme il y a des coachs, un coach, une coach bienveillante, comme qui veulent faire les choses de la bonne façon. Comment est-ce qu'on combat le système? Là? Moi, je suis un coach demain, comme je veux combattre le système. Comment est-ce que je le combats? Puis, je t'amènerais peut-être même à faire l'exercice. C'est, OK, je suis un entraîneur, je veux combattre le système. Je suis une dirigeante d'une fédération, je veux combattre le système. Combattre le système là, dans le sens qu'on veut éliminer un peu la violence, on veut dénormaliser ça, si on veut. Oui. Comme, on fait quoi? Il y a plusieurs choses. Donc là, premièrement, ce que je reviens à dire, c'est que ce que je disais tantôt, c'est qu'il ne faut pas non plus être paralysé devant l'énormité, parce que là, on dit hey, c'est le système, on est fait. Donc, il y a quand même, on peut tout trouver une petite chose qu'on peut faire, qu'on peut changer pour améliorer, parce que ça va être quelque chose de longue haleine. Ce sont des normes, une culture sportive. Donc, il faut déjà mettre ça en perspective. Pour moi, je trouve que c'est super stimulant. Je me dis, OK, on a beaucoup de travail à faire. Donc, où est-ce qu'on s'en va? Donc, si on est un coach, premièrement aussi, je pense qu'un élément qui est super important, c'est de défaire un peu le mythe qui associe être très, très dur, voire utiliser des comportements de violence et la performance. On dit, c'est comme là, en ce moment, on est un peu comme on peut être bienveillant et aussi viser la performance. Mais pour moi, c'est pas un ou l'autre, ou c'est pas comme parallèle. Les deux vont ensemble. Il y a aussi certaines études, il y en a peu encore, donc il y a beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là. Mais il y a des études qui montrent que c'est pas vrai que crier après des athlètes, les insulter, tout ça va augmenter leur performance. Une étude qui a montré que ça avait tendance à, parce que ça, on l'entend souvent, il y a quelque chose au niveau de la violence qui est instrumentale. Ça me sert à motiver. Il y en a des athlètes qui aiment ça, se faire crier après, ça les motive. Bon, sur une étude qui avait été faite, il montrait qu'il y avait un petit pic de performance tout de suite après, parce qu'évidemment, là, t'es mis un peu sur le spot, comme on dit. Puis après, ça baisse. À long terme, ça ne semble pas, et là, comme je dis, il y a encore beaucoup d'études à faire à ce niveau-là, mais ça semble pas du tout être un indicatif de performance. Au contraire, mais on a des anecdotes, comme tu disais, sur le Miracle on Ice, sur certains éléments.
Mais quand on prend des études plus rigoureuses, plus scientifiquement faites, ce n'est pas le cas. Oui, puis là, le plus gros problème avec l'exemple que tu as mentionné, c'est que tu crées un cercle vicieux, littéralement. Où est-ce que là, tu vas crier, tu vas avoir un petit boost de performance. Là, après ça, tu vas avoir une chute de performance, là, tu vas crier, et là, tu t'embarques dans ce cercle vicieux-là. Et c'est là que je pense qu'en tant qu'intervenant sportif, on doit, être conscient que ce cercle vicieux-là existe. Deux, si on hausse le ton, comme de le faire par parcimonie et en dernier recours pour, je ne sais pas même s'il y a une bonne raison, mais bref, être parcimonieux là-dedans, mais comprendre qu'on rentre dans un cercle vicieux et que plutôt que de rentrer dans un cercle vicieux-là, hey, j'ai été obligé de lever le ton cette fois-ci pour avoir une augmentation de la performance. C'était une erreur, j'aurais pas dû faire ça, avoir la réflexion, et là dire probablement que je devrais revoir mes stratégies d'enseignement et où aller approfondir mes stratégies d'enseignement et où revoir mes méthodes d'intervention. Parce que, comme ça m'arrive avec mes filles, comme je l'ai dit dans l'autre épisode, je vais le redire encore, j'ai haussé le ton déjà avec mes filles, je veux pas le faire trop souvent, mais des fois, c'est juste ça que tu es capable de faire parce que tu es à bout de tes émotions. Ça arrive dans ta vie de coach parce que si tu es entraîneur d'une équipe olympique, que la performance aux prochains Jeux olympiques a un impact directement sur ton salaire, mais le salaire de tes 20 athlètes, puis tu sais qu'ils vont perdre leur bourse ou leur carding ou peu importe si vous ne gagnez pas de médaille, on comprend que tu vis de la pression, on comprend que tu peux être vraiment émotionnel puis l'échapper une fois, mais après ça, c'est d'avoir la réflexivité, comme tu as dit tout à l'heure, de dire « Hey, je vais me revirer de bord puis dire « OK, là, j'ai levé le ton, j'ai crié, c'était pas acceptable, tu t'excuses auprès des athlètes, puis après ça, tu fais une introspection, de dire « Hey, je vais aller améliorer mon enseignement. » Et c'est exactement ça, parce que pour moi, on n'est pas parfait, là. On en fait des erreurs. Puis en coaching, comme dans des relations interpersonnelles à l'extérieur, des fois, on est fatigué, on est stressé, on n'a pas une bonne journée, on dit des choses qu'on voudrait pas dire, on le dit, ça sort bizarrement, ou on hausse le ton. Mais il y a une différence entre trouver que c'est une stratégie acceptable, appropriée dans ta boîte à outils de coach pour motiver les autres, ou dire, ouf, OK, c'est pas la meilleure pratique, je vais justement dire aux athlètes, hey, je suis désolée, ça a dépassé tout ça, je vais m'assurer, c'est quoi une meilleure stratégie, parce qu'il y avait quand même, on avait une pratique difficile, qu'est-ce que vous en pensez, puis d'être, comme tu disais tout à l'heure, dans un dialogue et dans la réflexivité de, OK, oui, effectivement, c'est pas approprié. Il y a une grosse différence pour moi entre des fois, c'est pas facile, puis je fais des erreurs. Comment je peux me réorienter sur mes stratégies? Il y en a des athlètes qui aiment ça, donc ça fait partie de mes stratégies un peu de tous les jours, puis je sais que je peux utiliser ça si j'en ai besoin. C'est deux un peu perspectives très différentes, et ça, pour moi, c'est la première chose. C'est un peu de déconstruire ce mythe de performance-là, parce que dans les conséquences qu'on voit sur des études avec quand même des bonnes études avec pas mal de participants, on voit que ça a des conséquences sur le bien-être, évidemment, donc la détresse psychologique, l'anxiété, et aussi sur des éléments physiques comme le risque de se blesser et même l'abandon du sport. Donc ça, c'est tous des éléments qui nuisent à la performance. Donc, à quelque part, si on veut favoriser la performance des athlètes, on essaie de réduire ces éléments-là. On a un contrôle, on a ce levier-là qu'on peut voir comment on peut utiliser une approche qui est peut-être plus constructive. Puis c'est que des fois, on va juger la performance seulement avec le court terme. C'est un peu ce que tu dis, c'est qu'on va négliger les impacts sur la performance, et là, la performance au sens large, c'est-à-dire du système, de tout notre cheminement, du développement des athlètes talentueux. Et ça, on va le sous-estimer, parce que si on revient à l'exemple de tantôt, quand je te disais que j'ai eu à faire le jeu à 8 reprises, l'entraîneur me crie après pendant que la balle est dans les airs, bien, clairement, j'ai quand même été capable de dealer avec à court terme. Mais je t'en reparle aujourd'hui, comme quasiment 20 ans plus tard, comme clairement que ça m'a marqué. Puis je pense que les répercussions de ça se sentent plus tard, parce que l'athlète qui est tellement motivé, son but, c'est d'aller collégial, universitaire, professionnel. Son but, c'est d'aller sur l'équipe du provincial, l'équipe nationale, aller aux Jeux olympiques, gagner la médaille d'or. Il va faire comme non, je vais le prendre à court terme, mais il va engranger, cette personne-là, elle va comme accumuler des choses que 15 ans plus tard, elle va devoir tout démêler, parce que là, ça va avoir des ramifications. Puis ça, je pense que c'est vraiment important de le réaliser. Puis là, tu sais, on parle du haut niveau, puis je sais que vous avez fait des études, ou tu as participé à des études, du moins avec des plus jeunes athlètes ou du monde qui font du sport de plus bas âge. Puis je vais aller un peu plus en profondeur dans un de vos articles, justement, mais une des questions que j'avais, c'était: est-ce qu'il y a des différences marquantes dans la fréquence ou la nature de la violence selon les sports et ou les niveaux de compétition? Selon les sports, en ce moment, on n'en a pas de données
scientifiques qui montrent une différence entre les sports. Une raison qui est très simple aussi au niveau statistique, si on a 15 sports, faire des différents, on pourrait dire par exemple, il faudrait prendre une catégorie de comparaison. Là. Pour un cours 101 de statistique, on pourrait dire, ah ben au soccer, c'est pire qu'au hockey, et tout par rapport au hockey. Est-ce que ça nous dit pas grand-chose en soi? Mhm. Quand on fait sur des fréquences, on voit que ça existe dans tous les sports. Il n'y a pas un sport qu'on a vu qui avait les athlètes disaient non, moi ça m'est jamais arrivé. Donc, je dirais que c'est plutôt, et c'est pour ça que je dis au niveau systémique, ça fait partie des normes du sport, de la culture sportive. Et pour moi, c'est quand même important de le souligner parce que des fois, on entend parler plus de certains sports que d'autres. Notamment dans les derniers temps, on a beaucoup entendu parler de hockey. Mhm. Et il y a certaines personnes qui disent, mais c'est pas juste au hockey. Mais évidemment que c'est pas juste au hockey. Par exemple, la Fédération nationale de gymnastique s'était fait suspendre son financement avant Hockey Canada. Et c'est Mm. deux sports qui sont très différents. Donc, peut-être que ça se manifeste un peu différemment dans certains sports, mais il y en a présent dans tous les sports. Au niveau de la performance, au niveau de performance, au niveau de compétition, il y a selon certaines études, oui, il y a des facteurs de risque pour certains types de violence. Mais encore là, c'est pas de dire que ça n'existe pas dans le niveau, disons, récréatif, mais il y a certains facteurs de risque qui augmentent le risque de faire de vivre de la violence, notamment le fait de vivre une spécialisation active. Mm. Donc, le fait que quand on est plus jeune, donc avant l'âge de 10 ans, on a choisi un seul sport, on fait un certain nombre, beaucoup d'heures de pratique sportive par Ouais. semaine, ou qu'on peut avoir été amené à déménager de chez nos parents à un jeune âge pour le sport. Ça place l'athlète un peu plus à risque. Donc, on voit certains éléments, mais toutefois, dans d'autres études, on voit que c'est plutôt le niveau provincial parfois peut où les gens sont plus à risque de vivre ou de commettre de la violence par rapport au niveau international ou récréatif pour certains types de violence. Donc, OK. Ah c'est très ouais, hein? complexe et nuancé. Euh, donc, certaines hypothèses qu'on a à ce niveau-là, c'est que peut-être au niveau provincial, on est un peu entre deux. Donc, peut-être que là aussi, vivre de la pression de on veut monter au prochain niveau, qui est au niveau national, international. Et donc, c'est très contextualisé. Il y a comme des contextes où ça l'influence différemment le type de violence. Euh, mais c'est là de façon générale, dans tous les niveaux, dans tous les sports. Je serais curieux de savoir si les gens sur les équipes provinciales vivent plus de stress parce que quand tu dis ça, je me dis, OK, pourquoi? Et là, le pourquoi, je me dis, si tu es sur une équipe nationale comme entraîneur et ou comme athlète, tu es probablement des meilleures conditions. Là, j'assume, là, je fais juste généraliser selon Ouais. ce que je connais puis les entraîneurs avec lesquels j'ai de l'information là, par rapport à ça. Alors que sur l'équipe nationale, tu sais, comme c'est souvent, tu es aussi mieux entouré parce que tu vas avoir une équipe de soutien intégré qui est plus complète. Fait que tu vas avoir, tu vas avoir la nutritionniste, tu vas avoir la personne en préparation mentale, tu vas avoir tous ces gens-là. Fait que ça va comme venir tempérer le climat ou hey, je pense que tu as levé le ton hier, c'était peut-être pas adéquat, tu sais, on pense au stress pour les athlètes. Fait que peut-être que on va régler un peu tout ça avant qu'on arrive dans un moment où est-ce que ça devient trop stressant. Mais là, quand Oui. tu me parlais que c'était à risque, je vais lire 2 phrases que j'ai traduites librement de votre article parce que pour moi, c'est important de le faire parce que les chiffres, ils m'ont frappé. Mm-hmm. Des recherches internationales récentes montrent que 75% à 86% des participants au sport ont connu des violences interpersonnelles dans le sport avant l'âge de 18 ans. Plus précisément, ces études ont révélé que 27 à 38% des participants au sport ont signalé des violences sexuelles, 40 à 66% ont signalé des violences physiques et 65 à 75% ont signalé des violences psychologiques ou de la négligence dans le sport. J'espère que ma traduction libre correspond un peu au propos. Je te demande pas de te rappeler exactement de la phrase dans laquelle je l'ai pris. Mais c'est bien plus présent que je pensais. Comme je Oui. pensais que c'était présent, je savais, je suis pas tant surpris qu'il y en ait. 75% de violence psychologique, 65 à 75%, c'est beaucoup. Oui. 3 équipes sur C'est 4. c'est énorme. Pas un ouais. Et ça, c'est les athlètes, mais si on regarde les arbitres, ça va jusqu'à 94% Mais des abus parlons-en des verbaux. arbitres. Ça fait Ouais. quelques fois que tu l'amènes, puis comme parlons-en, parce que c'est sans arbitre, pas de sport. Comme je pense Exact. que clairement que c'est démesuré. Là, qu'est-ce qui ressort un peu de ce qui se dit ou ce qui se recherche auprès de la violence et des arbitres dans le sport? Euh, en fait, c'est un des premiers projets aussi que j'ai fait avec Sylvie. J'avais fait des entrevues avec 27 jeunes athlètes.
parce que sur la recherche scientifique, on en a de plus en plus. C'est beaucoup avec des adultes ou au niveau professionnel. Et ce qu'on sait, c'est ça, justement, sur les abus verbaux, ça va de 66 à 94 %. C'est-à-dire qu'ils vivent régulièrement donc, c'est common ref, t'as-tu mis tes lunettes, t'as-tu ta certification, etc. Et chez les jeunes arbitres, les 27 nous ont dit effectivement oui, ça nous arrive, et ils nous avaient dit que qui appelait de plus faible intensité, donc justement, se faire un peu insulter, les bras dans les airs, se faire crier après, ça l'arrivait régulièrement, donc à tous les 1 ou 2 matchs, et des événements plus intenses où ils devaient comme expulser quelqu'un, donner un avertissement ou même appeler la police, ça arrivait moins souvent, mais disons 1 à 2 fois par saison. Et là, je parle de jeunes de 14 à 20 ans. Tu sais, quand on disait tout à l'heure, il n'y a aucun autre contexte où on accepterait qu'une personne avec une cheville fracturée rentre au travail. Il n'y a pas d'autre contexte. Je dis tout le temps aux personnes autour de moi, la personne qui emballe l'épicerie, là, c'est à peu près dans ces eaux-là, là. S'il fait une erreur, là, qui emballe mal, puis à la limite ton œuf est cassé, est-ce que tu vas l'insulter ou le traiter de la même façon qu'un jeune artiste va être traité? Jamais de la vie. Ça serait inacceptable. Et ça a un effet évidemment personnel, individuel pour les arbitres, mais ça a aussi un effet sur le système. On l'a vu, il y avait déjà un problème de rétention des arbitres et des jeunes arbitres. Avec la pandémie, ça s'est accéléré. Et l'année dernière, il y avait certains matchs qui étaient carrément annulés, faute d'effectifs. Donc, ça a des impacts très larges et c'est régulier. Et ce qui était peut-être moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais fait des entrevues avec les jeunes, c'est que c'était très normalisé, encore une fois. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais ça fait partie de la game. Il y en a un, il y a une citation, je vais toujours m'en rappeler. Il m'a dit, mais tu sais, au hockey, là, c'est normal. L'arbitre, c'est la 3e équipe sur la glace que tu es censé haïr. Censé haïr, c'est quand même fort, Oui. là, haïr. Et c'est presque toujours des jeunes qui étaient dans le sport avant, qui ont évolué comme athlètes, donc qui ont appris un peu ces comportements-là, cette normalisation-là, et qui deviennent ensuite arbitres, souvent pas nécessairement pour la paye, c'est pas très des conditions super géniales, parce qu'ils aiment le sport, ils veulent contribuer, ils veulent continuer à être impliqués. Et on a souvent tendance à aussi banaliser leur travail, trouver peut-être que c'est plus facile, alors que c'est extrêmement complexe à être arbitre. Je sais pas si tu as cette expérience-là. Ben, moi, j'ai été arbitre pendant une saison au football. J'ai arbitré du Benjamin, peut-être, donc 13 ans, 14 ans. C'était pas tellement difficile à arbitrer, selon moi, à cause, justement, que ça se passe pas super vite, c'est pas comme c'est quand même simple. Puis au football, t'es très compartimentalisé. Mais j'ai des histoires d'arbitres de d'autres sports, donc le baseball et le hockey. Excusez-moi, là, mais le hockey, ça se passe vite en s'il vous plaît. Puis au baseball, c'est facile là, juger les prises là, de ton salon quand tu regardes les Blue Jays puis les Astros, puis de voir le beau petit carré là, quand tu es à la TV. Là. Mais va te mettre en arrière du catcher, vois la balle à 80 000 à l'heure, 70 000 à l'heure, 60 000 à l'heure, peu importe, descendre, fais le bon jugement. Comme c'est pas aussi simple que ça a l'air, tu sais. Puis je pense que au hockey, comme tu dis, tu sais, je me rappelle d'anciens étudiants dans mes cours que je me rappelle, ils voulaient quasiment faire des drills juste pour coacher des arbitres parce que c'était sa passion, tu sais, l'arbitrage. Puis comme il faisait ça par passion, comme tu dis, là, il était passionné de la game, puis tous les petits détails, puis les petits règlements, puis ces choses-là. Fait que souvent, pour que tu te ramasses arbitre, c'est pas parce que tu as un sentiment, c'est pas parce que tu veux la gloire, là. C'est parce que tu es vraiment passionné de la game, tu veux t'assurer que la game joue, tu comprends que dans le système, si on veut que du monde puisse jouer au hockey, comme toi tu as joué au hockey, ça en prend d'autres. Fait que moi, le feedback que j'ai, c'est que, souvent les gens, ils pensent que la job est beaucoup plus facile qu'elle l'est vraiment. Puis, en fait, j'ai passé à un de mes meilleurs amis, c'est un arbitre que j'avais complètement oublié pour les besoins, mais il dit, sais-tu quoi? Le plus gros problème avec les arbitres, Frank, il me dit ça souvent, il dit, le monde ne connaît pas les règlements. Comme ils ne connaissent pas les règlements, puis c'est pas juste pas juste le monde des estrades. Il dit, tu serais surpris le nombre de coachs qui connaissent pas les règlements. Comme ils n'ont pas pris le temps de lire les règlements et tout ça. Et ça amène des frustrations, mais en bout de ligne, c'est pas juste de la frustration, c'est peut-être un peu de l'incompétence de la part des entraîneurs ou de certaines personnes. C'est-à-dire que je devrais prendre le temps de lire le livre des règlements, tu sais. Oui. Puis aussi, l'autre chose qui me vient en termes un peu de normes, c'est ils n'ont pas droit à l'erreur. Donc, on voit ça comme étant
beaucoup plus simple que cela en réalité. Moi, j'ai arbitré au soccer. Je peux te dire que ton point de vue sur le terrain, le positionnement, ça se passe très rapidement. C'est complexe. Même arbitrer des tout petits, là, que tout le monde suit le ballon, il y a quand même, faut que tu sois concentré. Disons que tu es fatigué cette journée-là, on en a un travail, là. Moi, j'arrive, je peux pas dire que je suis à 100% à tous les jours. Il y a pas quelqu'un en arrière de moi pour dire, hey, cette erreur-là, comme on leur donne pas place à l'erreur, alors que justement, souvent, c'est des jeunes, c'est leur premier métier qu'ils font. Et ils sont en position d'autorité par rapport à des adultes. C'est aussi un contexte qui est inédit. On voit pas ça dans d'autres contextes. C'est vrai. Donc, il y a comme, pour moi, il y a ça. Et si je reviens, je refais un tour à les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'un coach peut faire. Mais justement, je pense qu'individuellement, il y a toute cette portion réflexive de se questionner, de réfléchir quand il arrive différents éléments, aller s'outiller si on en a besoin, mais aussi d'être dans le dialogue et l'ouverture d'en parler plutôt qu'être dans la fermeture. Je pense que ça peut beaucoup aider. Au niveau aussi, puis ça, c'est des programmes qui sont en train de se développer en Europe, qui vont éventuellement aussi sur lesquels on aimerait travailler à la chaire de recherche, mais des formations pour les témoins actifs, ou en anglais, on appelle ça des bystander approach, ou pour aider à dénormaliser, c'est outiller les gens à un peu intervenir ou remettre en question certaines pratiques dont on est témoin. Ça peut être un collègue coach qui fait quelque chose et qu'on va le voir, on dit hey, t'as peut-être haussé le ton, là, ou t'as utilisé des termes, qu'est-ce que t'en penses, et tout ça. Ça peut aussi être des parents dans les estrades qui sont témoins, parce que ça, c'est aussi un facteur puissant quand il y a 2-3 parents dans les estrades qui sont très intenses, mais il y en a 15-20 autour qui ne disent rien parce qu'ils sont gênés, parce qu'ils savent pas comment, parce que ça a été normalisé. Donc, ça a toujours été ça dans les arénas de hockey. Donc, pourquoi je dirais quelque chose? Est-ce que quelqu'un dise une chose ou hey, ça pourrait être ton fils là, qui est en train d'arbitrer. Ça peut faire réfléchir la personne. Donc, ça prend du courage pour justement parler dans des environnements, puis il y a des personnes qui sont certainement plus à l'aise que d'autres. Puis ça me fait penser à quelque chose que je regardais quand tu regardes un peu quand tu sais, mettons, t'es avec tes je regardais, mettons, une vidéo qui parlait de quand t'es avec tes amis puis qui vont dire des commentaires inappropriés sur qu'on parle des enjeux de diversité puis d'inclusivité ou des choses comme ça. Tu fais juste hey buddy, t'es-tu vraiment sérieux là? Tu sais, juste dire une petite phrase comme ça, t'es comme ok, oui, ça saisit, là, c'est avec tes amis, peut-être quand tu as une conversation, mais justement, comme, qu'est-ce qu'on peut faire ou quand on est un témoin actif, on est dans un environnement, soit dans un coaching staff, dans les estrades, est-ce que tu as un exemple peut-être à nous partager de qu'est-ce qu'on pourrait faire ou qu'est-ce qu'on peut faire pour justement, tu sais, juste peut-être réveiller la personne, faire comme, excuse-moi, mais comme, peut-être pas approprié ça, tu sais, puis c'est peut-être pas une bonne façon de le faire, ce que je viens de dire aussi, là. Non, mais je pense que qu'est-ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. Je pense que entre parents, moi, quelque chose que j'avais entendu justement dans les jeunes artistes qui nous avait dit que son grand-père avait été le voir arbitrer. Et il y avait quelqu'un qui faisait des commentaires et tout ça, puis c'était reviré de porte, puis il avait dit justement, ben c'est mon petit-fils. Donc là, évidemment, on peut pas nécessairement tout faire ça, on n'est pas nécessairement lié à l'arbitre, mais de dire justement, ça pourrait être ton fils. Il est jeune, on peut lui donner une chance. C'est peut-être juste donc ça, c'est un élément. Sur le coaching staff, ben, je pense que ça dépend aussi des relations. Après, tu sais, les relations de pouvoir, ça existe aussi au sein d'une organisation. Donc là aussi, on parle beaucoup de... Et ça, c'est peut-être quelque chose ça fait longtemps qu'on parle et peut-être j'aurais dû en parler au début, mais peut-être, j'aurais quasiment envie de te poser la question. Toi, quand je te parle de violence en contexte sportif, c'est quoi un cas typique? Qu'est-ce que tu penses qui est le plus fréquent? Là, tu as lu des articles, fait que ouais, non, je veux dire vraiment ce que je te sens bien, là, ce que je t'aurais dit probablement avant. Moi, j'aurais dit, puis je veux dire, je l'ai écrit dans mes notes, puis dans mes préparations, dans mes questions, c'est le criage après l'athlète. C'est dire, là, là, tu sais, sacré, comme moi, je vais insère des sacs dans la phrase que je vais dire, là, comme là, tu vas te réveiller, tu vas prendre la main, puis tu sais, comme quelqu'un qui va vraiment comme devenir intense. Des cas que j'ai entendus qui sont vraiment appropriés, c'est du lançage de bouteilles, le pétage de bâton sur un mur, tu sais, les classiques, les boys, si on veut, là, tu sais, comme ça. Ça, j'en ai entendu plusieurs histoires, mais je pense pas que c'est plus fréquent. Mais je pense que le plus fréquent pour moi, selon moi, ça va être hausser le ton avec un langage péjoratif envers l'athlète. C'est ce que je t'aurais dit. Mais, fait que oui, tout à fait. Je pense que là, sur la violence psychologique, c'est vraiment ce qui est le plus fréquent. Mais dans les... Qui va commettre ça?
Ah, ben là, je vais te laisser répondre parce que là, je pense que je suis biaisé de par ma lecture C'est ce ça, matin d'ailleurs. Fait que exact. c'est quoi la réponse à cette question-là? Ben, en fait, c'est que j'ai l'impression souvent, beaucoup dans les journaux aussi, ce qu'on va voir, c'est des cas, les cas les plus grands. Donc, c'est important qu'on en entende parler, je dis pas le Ouais. contraire. Mais on a parfois l'intention que c'est ça qui prend la majorité de la place, et que c'est des entraîneurs envers des athlètes. Donc, si souvent quand je pose des questions, quand je vais donner une formation, donc c'est quoi le cas typique? Ben, c'est des coachs envers des athlètes, grande différence de pouvoir. Évidemment, ça, c'est tout à fait un facteur de risque. Plus quelqu'un a de pouvoir envers une autre personne, plus ça devient euh, difficile aussi de parler ou de résister un peu, si on veut, ou de Ouais. remettre en question l'autre personne. Mais c'est pas ça qu'on voit dans les études. La majorité des cas, quand on demande aux personnes qui ont vécu de la violence en contexte sportif, ça provenait d'autres athlètes. Hmm. Donc, ça provenait soit de ses coéquipiers, coéquipières, ou encore de opposants ou de compétiteurs. Et ça, même pour la violence sexuelle. Ah Donc, oui, hein? oui. Donc, et c'est pour ça des fois que j'aime un peu déconstruire aussi, dire, OK, mais attendez, là, oui, les coachs, définitivement, les coachs ont un grand rôle à jouer, de par leur propre comportement qu'on doit parfois réviser. Aussi en tant que modèle, je pense. Donc, Mhm. si on a un bon, tu sais, par modelage, si nous, on a des comportements appropriés, ça va peut-être influencer nos athlètes parce qu'il y a beaucoup de violence qui se fait, en fait, entre athlètes. Puis c'est là que quand tu parles de ce que les entraîneurs doivent faire, peut-être qu'ils ne sont pas responsables de la grande majorité, mais je pense que ce qui est dans leur pouvoir, quand on dit, tu sais, contrôle ce que tu peux contrôler dans la vie, c'est l'environnement et le climat que tu vas créer. Parce que Oui, si on prend les exemples typiques qu'on entend à propos des initiations, oui, ben souvent les problèmes des initiations viennent aussi dans la façon dont on va tout de suite caser les recrues en début d'année. Fait que si toi, en tant qu'entraîneur, tu cases les recrues, puis que les recrues, c'est comme des second class citizens, des citoyens de deuxième tiers ou de deuxième classe, oui. de deuxième ordre, ben là, ça fait que les vétérans ou les personnes qui sont dans l'équipe qui ont plus d'expérience sentent qu'ils peuvent les traiter comme des citoyens de deuxième classe. Tu sais. Puis ça Mhm. revient un peu quasiment à l'expérience là, de l'électrocution dans les années 30, là, si je ne me trompe pas, où est-ce que quand tu fais croire aux gens qui ont du pouvoir puis que c'est normal, finalement, ils finissent juste par activer le levier sans trop penser Mhm. aux conséquences qu'ils vont avoir, tangente très lointaine. Mais ceci étant dit, c'est là que je pense qu'en tant que coach, il faut être vraiment conscient et délibéré dans la façon dont on va orchestrer l'environnement. Puis tu sais, Mhm. tout à l'heure, tu parlais que comme ça se fait atteindre la performance dans un environnement bienveillant, tu sais, puis ça, c'est les mots que j'avais utilisés, puis tu leur phrasé d'une autre façon. Mais tu sais, je pense que c'est important aussi, puis là, c'est plus moi qui vais faire mon monologue, que les gens soient conscients que il y a une série d'études qui a été faite sur les entraîneurs couronnés de succès, donc les Serial Learning Coaches. Je suis un fan de ces études-là parce que je connais les auteurs, puis c'est pas le fait que je les connais qui fait que je suis un fan, c'est le fait que vu que je sais comment ils sont, je sais aussi la qualité du travail qu'ils ont fait. Et Mhm. puis, ils ont regardé 100 entraîneurs qui ont entraîné des athlètes à avoir gagné 2 championnats ou plus dans 2 contextes différents ou 2 médailles d'or ou plus dans 2 championnats différents, dans 2 contextes différents. Et le thème central de ces personnes-là, c'est qu'ils ont une poursuite incessante de l'excellence. Clairement qu'ils veulent gagner, ils veulent se poser des questions, ils veulent faire ça, mais pas au détriment de la santé mentale et de la santé physique des athlètes. Ouais, Puis ça, c'est comme une fausseté qui est propagée dans le monde du sport où est-ce que tu peux pas gagner si tu es trop soft. Non, exact. tu peux peut-être gagner à court terme si tu es très dur, mais ça va être très difficile de gagner à long terme et de t'assurer puis à long terme si tu ne prends pas soin de la santé mentale et la santé physique des athlètes. Exactement. Puis, et justement, je pense que tout est un peu lié dans le sens où ce que tu disais sur pour moi, c'est un climat instauré, le coach est un peu le leader, donc c'est lui le responsable aussi de mettre un climat qui va favoriser ou non comment les athlètes vont interagir ensemble. Il y a Mhm. des choses sur lesquelles ils ne contrôlent pas, mais en même temps, des fois, c'est aussi facile de dire, ah ben, justement pour les immunisations, on n'était pas au courant ou ben, il y a des fois, on peut prendre des rôles proactifs aussi de dire voici comment on considère que ça devrait être fait, puis on ne tolérera pas de déviation par rapport à ça. Mhm. Le respect est là. Et pour moi, c'est ça aussi la clé, d'être comme un modèle. Et c'est une figure tellement d'influence, tellement importante dans la vie surtout des jeunes. Je pense que ça a un impact à très long terme, peut-être même au-delà des performances. Donc, c'est ça Mhm. aussi pour moi, les coachs peuvent aussi jouer ce rôle-là d'éducateur, de modèle,
au-delà de sur le terrain, il y a quelque chose de très positif à voir là-dedans, même si c'est une grosse responsabilité. Après, et si on continue dans les solutions, je pense qu'il y a aussi du soutien à y avoir. Pas la seule et unique responsabilité des entraîneurs. Et ce que je disais aussi, c'est on est tous et toutes impliqués à l'intérieur de ça. Toutes les personnes qui prennent part dans le contexte sportif, dans le système sportif, jusqu'aux personnes qui écoutent des matchs là, à la télévision, mais qui ne pratiquent pas, aux parents, aux athlètes, aux arbitres, aux gestionnaires. On a des questions à se poser puis à voir comment on contribue ou pas. Mhm. Moi, je suis une grande fan de soccer. Je vais voir des matchs du CF Montréal. Ben, comment on crie après l'arbitre? Ben, je participe pas à ça, premièrement. Puis j'essaie de dire, hey, gang, c'est vraiment une faute d'arbitrage? Est-ce qu'on aurait cette réaction-là si la faute était inverse contre l'autre équipe? Mhm. Est-ce qu'on chialerait autant? C'est pas grand-chose, vous me direz, parce que, Ouais. bon, j'ai pas changé les foules au Stade Saputo, mais c'est des Ben, chacun a petits pas. sa part à jouer, tu sais. Exactement. Mhm. Dans les Puis, petits pas, dans les petits éléments qu'on peut mettre en place ou essayer. est-ce que tu as d'autres, peut-être des exemples de mesures ou de politiques qui ont été efficaces, qui ont été déjà faites? Tu sais, comme moi qui connais pas grand-chose dans le sujet, comme qu'est-ce qui a peut-être déjà été fait, qui a été comme justement démontré comme étant efficace pour réduire la violence dans le sport? Je dirais qu'on est au tout début de ces types de recherches-là. On était beaucoup, les données de prévalence pour identifier l'ampleur du problème sont assez récentes, là. C'est depuis 2016 à 2023 qu'on a eu vraiment des études avec beaucoup de gens qui étaient assez solides là, pour permettre d'identifier les chiffres dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, on est maintenant OK, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on intervient? Les programmes sont en train d'être développés, mais ça doit être évalué. Donc, il y a ça aussi. Il n'y a pas beaucoup d'évidence actuellement. Par contre, il y a bon des éléments au niveau de. Il faut que ça soit multiniveau. Donc, comme je disais, c'est multisystémique, donc il doit avoir des actions à tous les niveaux. Donc, oui, est-ce qu'on veut offrir des outils, des formations aux entraîneurs, par exemple? Tout à fait. Je pense que Mhm. dans l'idée de mieux les outils, mieux les soutenir, mais ça ne sera pas suffisant. Même si on formait tout le monde, ça ne sera pas suffisant parce qu'on demeure dans le système de gagner à tout prix où on récompense la performance. Ouais, puis c'est aussi, tu sais, si je peux ajouter mon grain de sel au niveau de l'apprentissage, je pense que de voir qu'une formation, c'est une finalité qui va réduire la violence dans le sport, c'est un peu myope comme vision de la situation. Tu sais, on voit pas Mhm. beaucoup à long terme comme ce que les gens vont retenir, à quel point les gens vont être concentrés là-dedans. Puis tu sais, c'est beaucoup plus une question de climat et d'environnement. Puis on peut pas changer un Mhm. climat, bâtir une culture, changer une culture par une formation. C'est plus par un discours, tu sais, à la limite un podcast va avoir plus d'influence sur la culture qu'une formation jusqu'à un certain point. Et puis, c'est les discours, puis c'est justement les propos. Puis, je pense que la formation pour les témoins actifs, ça, je pense que ça peut quand même avoir un gros impact sur la culture parce que si on est 4-5 personnes dans les estrades autour d'une partie de hockey qui a un peu cette réaction-là, ben justement, ça va avoir quand même un effet rapide là, sur la foule. Puis je pense que, comme tu dis, on est au début, puis c'est quand on va réussir à tourner le coin, c'est quand on va avoir un petit 10-15% de la population qui va être convaincue, là, ça va revirer de bord rapidement. Ouais. Mais justement, nous, au Canada, c'est une chose qui est implantée en ce moment euh, qui est quand même très implanté, là, je veux dire ça de même, dans la formation des entraîneurs. C'est la fameuse règle de 2, the rule of 2. On en est où par rapport à ça? C'est-tu parfait? C'est-tu la meilleure solution? Qu'est-ce qu'on sait par rapport à la rule of 2, la règle de 2? Scientifiquement parlant, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont analysé l'effet de la règle de 2. C'est-à-dire que moi, si, en tant que chercheur, je peux pas te dire est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est pas efficace. Et c'est un bémol que j'aimerais souligner parce qu'on a tendance parfois, avec beaucoup de bienveillance, d'une volonté, on se dit, il y a un problème, on va mettre en place une action qui nous semble tout à fait logique. Tu sais, on veut réduire, si on met 2 personnes tout le temps en présence, ça semble logique qu'ils vont s'autogérer. Mais est-ce que ça a réellement un impact sur la diminution de la violence? C'est pas évalué en ce moment, donc on peut même pas le dire. Et c'est aussi le cas de plusieurs programmes de formation. On en développe, il y en a qui existent depuis un certain temps. Par Mm-hmm. exemple, le US Center for Safe Sport, qui a été développé en 2017. Excellent centre pour des ressources, c'est un endroit où on peut déposer des plaintes également.
encore une fois, à ma connaissance, il n'y a pas d'article scientifique qui est publié sur l'évaluation de ces processus-là. Mhm. Donc, comment est-ce qu'on sait est-ce efficace ou non? Mais plus que ça, qu'est-ce qui est efficace ou pas? Quoi dans le processus fonctionne ou pas? On le sait pas réellement. Ça, c'est fou, tu sais, parce que l'affaire, moi, que je voudrais pas qu'il arrive avec ça, c'est de dire que là, on a implanté une politique qui est pas basée sur des données probantes. Ça, on peut s'entendre là-dessus. Elle a peut-être des bienfaits. Ça semble logiquement suggérer que ça va être bénéfique. Mais ce que je ne doute pas qu'il arrive, c'est qu'on se ramasse dans 10 ans, on est pogné avec cette règle-là, puis en bout de ligne, on l'a accepté comme dans nos mœurs, mais en réalité, c'est pas basé sur des données probantes. Parce qu'il y a plein de comportements, tu vois, dans la médecine, plein de choses qui étaient en fait néfastes pour les patients dans la médecine au début des années 1900 jusqu'à même 1950, 1960, 1970, qui ont été longtemps acceptés dans la médecine, on va dire qu'il est un champ d'études plus avancé que le coaching. Oui. Qui était en fait néfaste pour les patients. Et là, il ne faut pas se ramasser avec quelque chose comme ça parce qu'encore une fois, dans la règle de 2, comme il y a une dynamique de pouvoir, c'est naïf de penser qu'il n'y a pas une dynamique de pouvoir, puis que si on est avec 2 athlètes ou un parent bénévole, etc., c'est probablement mieux qu'elle est tout seul. Si tu n'es jamais tout seul avec les athlètes, il ne peut pas avoir de violence sexuelle. Ben, oui, il devrait moins en avoir, en tout cas. Et puis, c'est peut-être encore propice, par exemple, à la violence psychologique et à la violence, toutes les autres formes de violence. Surtout quand on considère à quel point c'est normalisé et que même chez les parents, là, il y a aussi des études qualitatives Ouais. qui montrent que les parents acceptent beaucoup de comportements de la part de coach parce que eux aussi veulent la performance de leurs enfants, puis ils pensent que c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, c'est ça qu'on doit réussir à défaire est-ce que la règle de 2 réussit ça? Ben, pas nécessairement si les personnes sont pas outillées pour intervenir ou pour être Tout à fait. témoins. Ouais. Donc, c'est un peu, mais après, c'était souvent ce genre de pratiques-là, c'est les pratiques les plus faciles à mettre en place à court terme, comme les formations, par exemple. Ça se met plus facilement en place ça que changer une loi ou changer une culture sportive où c'est comme oui. par quel bout on prend ça. Et c'est pas négatif en soi. Pour moi, des fois, on doit agir vite, c'est urgent, on fait quelque chose. Ouais. Mais on doit évaluer après aussi. Puis même, on évalue beaucoup l'efficacité, puis est-ce que c'est bon ou non, et si c'est pas bon, on le met aux poubelles. Moi, je suis un peu contre ça. L'idée, c'est aussi, si on veut récompenser le processus, il faut aussi évaluer le processus. Comment c'est mis en place? C'est quoi les points positifs qu'on peut garder? C'est quoi les points négatifs qu'on peut améliorer ou nuancer? Et ça, on en fait très, très peu, mais on gagnerait à en faire plus, en fait. Puis ça m'amène à peut-être ma dernière question plus, je ne veux pas dire touchée, mais plus importante, je pense, avant de rentrer dans les questions éclairs. Puis moi, c'est un sujet qui me touche en grande partie parce qu'en plus, dans le climat qu'on vit actuellement au niveau géopolitique, on s'entend qu'il y a des pays, en dehors des pays principaux, des gens qui écoutent la conversation, que ça brasse pas mal plus que le nôtre. Et tout ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui pensent qu'on est peut-être dans un air d'hypersensibilisation? Qu'on est peut-être trop fragile, qu'on est peut-être trop sensible? Parce que, là, je vais donner mon éditorial, comme je pense qu'à un certain point, on est quand même sensible. Est-ce qu'on l'est trop? Je ne le sais pas. Tout ça, tu sais, puis on veut-tu vraiment être trop sensible? Fait que bref, moi je trouve que c'est quand même, il y a une question à avoir, puis je pense que la question de la violence psychologique, de la violence émotionnelle, ou peu importe les différents types de violence, pas seulement psychologique en fait, ou la négligence, je pense qu'il y a un enjeu de sensibilisation aussi, de dire, puis pas sensibilisation sur ce qu'on veut rendre les gens conscients d'eux, mais de dire, hey, est-ce qu'on est trop sensible en ce moment ou est-ce qu'en fait on ne l'est pas assez? Tu sais, comme, t'en es où là-dessus? Puis qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui pensent qu'on vit dans un air où est-ce que peut-être que les gens sont un peu trop sensibles? Ben, je dirais que ça, c'est des réflexions qui arrivent souvent quand il y a des normes qui changent. Parce que si on fait, par exemple, la référence, avant les enseignants, tu sais, par exemple, nos grands-parents à peu près, ils utilisaient des comportements de violence, ils sortaient la règle. Et quand ça a changé, maintenant, il y a des comportements qu'on n'accepterait plus du tout. Et c'est le genre de comportement, de commentaires qu'on dit, c'est rendu sensible, là, les jeunes de, par exemple, ma génération, à l'école, on n'a plus le droit à rien leur dire, etc. Donc, et après, ça est devenu une norme. Et là, maintenant, ma grand-mère, elle serait horrifiée si, à l'école, son arrière-petit-fils se faisait taper ses doigts avec une règle. Donc, je pense qu'il y a une partie de ça que c'est nous qui digérons un peu le changement des normes, qui sont comme, Colin, c'était pas comme ça dans mon temps. Moi, je m'en suis sortie. Fait que pourquoi que ça change? Je pense qu'il y a un élément de ça.
Après, est-ce qu'on est trop sensible? Moi, j'ai plutôt tendance à toujours être du côté des personnes qui vont avoir souffert. Mon oreille Hmm. est plutôt de ce côté-là. Et je me dis, et peut-être que moi, je suis sûre, je suis hyper sensible de par les gens que j'ai entendus, les gens que j'ai lus, mais je dirais que la souffrance qui a été causée à des personnes, que ça cause encore à des personnes, je pense pas qu'on est hyper sensible parce que Mhm. ça cause la réelle souffrance. Euh, et si on est de bonne foi dans une perspective de réflexivité, pas d'être dans, dès qu'on fait quelque chose de négatif, c'est fini, on se fait mettre à porte, c'est pas ça l'idée. L'idée, Hmm. c'est, oui, on change. Comme société, on est en train de changer. À l'intérieur du sport, à l'extérieur du sport aussi. Oui, le changement, c'est dur. Ça fait peur. On n'est pas bon comme, l'être humain n'est pas très bon dans les changements. C'est pas confortable. Euh, mais on veut aller de l'avant. Je pense que tout le monde s'entend pour dire on veut que le milieu sécuritaire soit un endroit où on a du plaisir, où il n'y a pas personne qui quitte parce qu'il se sent pas bien et où on peut aller performer, mais pas au détriment justement de notre bien-être. Ben là, rendu là, il faut qu'on se questionne en tant que communauté. Puis peut-être qu'il y a des ajustements à y avoir au niveau de la sensibilité dans certaines situations, mais je dirais que de manière générale, non, je pense pas qu'on est hyper sensible. Mhm. Puis, tu sais, quand tu disais que tu as tendance à être du côté des gens qui ont souffert, moi, je l'amène à des gens, des fois, tu vas parler des gens qui sont dans des populations plus, tu vas dire, marginalisées, tu sais. Mhm. Puis quand tu parles à ces gens-là, puis que tu connais un peu leur background, tu as tendance tout le temps à plus comprendre leur perspective, puis justement à être sensible. Puis de l'autre côté, comme je pense que j'abonde dans ton sens où est-ce qu'on doit être sensible aux gens, puis des fois, c'est pas à cause que ça change que c'est une mauvaise chose. Tu sais, en bout de ligne, je suis parti à rire quand tu as dit l'exemple des grands-parents où est-ce qu'ils étaient à l'école, puis quoi que la règle, parce que il y a des personnes dans ma famille justement qui ont été enseignants puis que c'était comme normal Mhm. puis tout ça, mais j'ai aussi une grand-parent où est-ce que cette personne-là elle était dans cette époque-là où est-ce que c'était normal puis elle était comme ça fait pas de sens, moi je le fais pas. Puis, Mhm. tu sais, comme là, t'arrives aujourd'hui, puis elle était comme vraiment avant-gardiste, là. Tu sais, comme elle a jamais fait ça alors que c'était comme normalisé. Là. Puis je riais dans le sens que ça serait vraiment pas drôle, là. Mais imagine quelqu'un qui fait ça aujourd'hui, la réaction que ça l'aurait, Ben tu sais. oui, Puis c'est ben là, oui. mais pour ça, il faut être sensible à la condition des enfants, puis voir comment ça va aller. De l'autre côté, par exemple, moi, le biais que je vais avoir, puis la chose, je pense, qui est importante aussi, je pense qu'il faut quand même éduquer les athlètes à faire le filtre dans le message de l'entraîneur. Parce que des fois, l'entraîneur vit beaucoup de pression. C'est un rôle très complexe. Je pense que 95% des entraîneurs sont bien intentionnés, puis s'ils créent de la violence ou ils font de la violence, c'est pas toujours de façon, vraiment pas de façon Mhm. intentionnelle. Tu revenais aux intentions tout à l'heure. Mais je pense aussi que des fois, on doit éduquer les athlètes à percevoir pas comment le message a été dit, mais qu'est-ce qui a été dit dans ce message-là, puis c'est quoi ce que Mhm. l'entraîneur essaye de faire. Je comprends que si à chaque jour, il crie après avec des termes péjoratifs, avec des sacres à l'intérieur, c'est de la violence, je suis pas en train de dire ça, mais que s'il y a une fois que ça arrive, faut pas juger une personne pour une action il faut pas nécessairement que ça nuit le portrait de l'ensemble de son œuvre pour une action qui a dépassé les bornes. Puis je pense qu'il faut quand même, en tant qu'athlète, ou nous-mêmes éduquer les athlètes à dire comme faut comprendre qu'est-ce que l'entraîneur essaie de nous dire. Comme tu dis depuis le début, je pense, puis c'est ce que j'adore de ton message, c'est que la solution à ce problème-là, elle a plusieurs niveaux, elle a plusieurs couches. Oui, clairement qu'il faut changer les normes au niveau de la culture. Je pense que les athlètes ont leur rôle à jouer, les parents ont leur rôle à jouer, les entraîneurs ont leur rôle à jouer, les administrateurs ont leur rôle à jouer dans l'évaluation des programmes, comme tu le mentionnais. Puis je pense que si on fait ça, en tant qu'athlète, de s'assurer que oui, hey, on est sensible, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, mais on est capable de pardonner peut-être une erreur de temps en temps si c'est pas une erreur capitale. Un Mais entraîneur. Vas-y. si je peux me permettre, Ben oui, moi, je vas-y, pense vas-y. que ce que tu dis, c'est vrai, mais pour que ça soit vrai, il faut aussi que la relation avec le coach le permette. C'est ça. Et Donc, le on climat qui a été revient, mis. exact. Donc, on Parce revient que. à l'esprit de dialogue, de communication, Mhm. mais si on est dans une relation de pouvoir très hiérarchisée, ou si c'est très normalisé, je pense que oui, on peut être, puis parfois, l'hypersensibilité vient d'expériences antérieures. Donc, Ouais, peut-être que ce coach-là, c'est la première fois qu'il fait, mais moi, j'ai vécu une expérience antérieure que j'ai pas c'est vrai. peut-être dit parce que crime, c'est très personnel, etc. Donc, c'est tellement nuancé, mais moi, je pense que c'est ça sur Mhm. quoi on peut s'entendre, c'est on va tout en faire des erreurs.
Donc, je pense qu'il faut aussi être humain là-dedans. Les athlètes aussi, là, eux aussi, des fois, ils doivent répondre à leur coach de manière plus ou moins appropriée sur certains enjeux. Ça se passe des Donc, fois, je suis pas mal sûr. est-ce qu'on peut juste, c'est ça, se donner cet espace-là? Mais pour ça, il y a beaucoup de pièces qui doivent bouger sur l'échiquier parce que je pense pas Ouais. qu'en ce moment, dans toutes les situations, il y a le climat, il y a l'ouverture, il y a justement la sécurité, l'espace de sécurité pour en discuter. Et c'est ça, je pense, qui doit changer. Puis c'est là que ça revient que je pense que si tu es un coach, puis que tu mets la dynamique de ton équipe, si la dynamique de ton équipe repose sur ton pouvoir et sur le contrôle, justement, il faut que tu te poses des questions parce que peut-être qu'à court terme, il n'y a pas de problème, mais peut-être qu'à moyen et long terme, tu te mets un peu les pieds dans les plats pour arriver à des situations comme ça, justement. Mm-hmm. Super intéressant, Stéphanie. Ça fait déjà un bon bout qu'on se parle. Puis je pense que c'est une conversation qui doit continuer au sens large de l'expression pour dire que justement, tu sais, la petite clarification qu'on vient de te faire à la fin, je pense que c'est vraiment important de la faire parce que les gens vont se situer à tous les différents stades du continuum sur l'acceptation de ça, la sensibilisation et tout ça. Puis qu'en jasant, ben là, on peut définir mieux ensemble c'est quoi justement, peut-être pas les limites du caractère, mais les nuances qui sont acceptables et pas acceptables. Ceci étant dit, j'ai peut-être une question éclair pour toi. Si tu peux mettre une citation sur un Jumbotron dans un aréna ou un stade, ce serait laquelle que tu mettrais et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent? Je pense que moi, je n'irais pas avec une citation célèbre, j'irais un peu à l'image de ce que je t'ai dit, c'est tout le monde a un rôle à jouer pour prévenir la violence dans le contexte sportif. Pour moi, c'est mon message, puis si j'ai une chose à dire dans une conversation avec quelqu'un, c'est ce que j'essaie de lui transmettre. Parce que si on est en équipe, puis on se conscientise un peu, puis on avance tout un peu, ben ça fait un gros effet de masse. Donc, c'est ça, j'aimerais qu'on se questionne un peu, qu'on remette en cause certains éléments, puis qu'on aille naviguer un peu dans cet inconfort-là des changements qu'on est en train de vivre pour voir qu'est-ce qu'on peut contribuer, puis comment ça peut aider l'ensemble. Et des discussions inconfortables, tu sais, aussi, dans le sens que comme faut t'en jases, puis il faut que tu te mettes dans ces situations-là pour finalement figurer où est-ce que tu te situes, tu sais, par rapport à tout ça. Stéphanie, merci beaucoup de ta présence. Merci beaucoup de ta sagesse. Je te laisse peut-être le mot de la fin et puis comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils ont des questions? Oui, mais merci énormément. Je pense qu'effectivement, comme tu as dit, des conversations comme ça, c'est super important pour un peu démystifier certains aspects. Et pour nous rejoindre, mais nous, je fais vraiment partie d'une équipe, donc je suis un peu la porte-parole, mais à la chaire de recherche, sécurité et intégrité en milieu sportif avec Sylvie Parent à l'Université Laval. On a un Facebook, on a même un YouTube avec différents webinaires et tout ça. Donc, on essaie aussi de faire notre part pour transmettre un peu les informations de la recherche vers le terrain parce qu'on veut faire, c'est de la recherche qui est utile, puis contribuer justement de notre manière à prévenir cette violence-là en contexte sportif. Donc, on est vraiment très ouverte à ce que les gens communiquent avec nous, puis voir comment on peut aider là, pour améliorer la situation au Québec. Parfait. Bon, on va mettre toutes les informations de ça dans la description de l'épisode. Comme à chaque fois, merci tout le monde d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh bien, c'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section Contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure Temps d'arrêt.